un arbre, ben, il peut pas grandir sans ses racines. C'est pareil pour une personne. Il faut savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. On a besoin de notre famille, on a besoin d'avoir la transmission des générations d'avant, donc pour aussi pouvoir faire pousser les plus belles branches possibles. Métis, c'est quoi au juste? Un mélange de couleurs? Un mélange de cultures? C'est un concept qui est large et complexe. L'art du métissage est le podcast pour t'aider à créer ta propre définition du métissage et à assumer la diversité que tu portes en toi. Comment mieux vivre sa quête identitaire? Comment constituer sa personnalité et prôner sa pluralité dans un monde où l'on t'incite à choisir ton camp? Chaque mardi, j'ouvre les débats, j'amène de la conscience pour lever des tabous et aider la génération métissée à assimiler ces différences comme une force. Je suis Céline, l'hôte de ce podcast. Je suis très heureuse de t'accueillir ici. Si ce sujet te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour être informé des nouveaux épisodes et à me laisser 5 étoiles, ainsi que ton avis. Tu peux également me retrouver sur Instagram sous le même nom. Bienvenue! Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Isabelle pour un nouvel épisode de podcast. Nous avons sélectionné le sujet de la transmission culturelle. C'est un sujet qui nous semblait particulièrement important. C'est pourquoi nous avons échangé, débattu, nous nous sommes posé des questions avec Isabelle autour de ce sujet. Isabelle m'a partagé son histoire autour de la transmission culturelle. Du coup, je vous laisse découvrir tout ça maintenant et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Isabelle, je suis très contente de t'accueillir sur mon podcast L'art du métissage aujourd'hui. Comment te sens-tu? Comment vas-tu? Hello Céline, bah écoute, je vais très bien. Je suis ravie d'être ici avec toi pour échanger autour du métissage. Donc merci pour cette belle opportunité. Je suis très contente de pouvoir parler avec toi aujourd'hui. On va entamer un sujet, non pas des moindres, sur la transmission de culture. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Isabelle, j'ai 27 ans et ça fait 9 ans que je vis à Lyon. Mhm. Je suis métisse du coup, d'origine guyanaise par mon père et française par ma mère. Et je me définis comme une personne hypersensible qui vit vraiment ses émotions à fond, une amoureuse des cultures noires, des arts, de la nature et du soleil. Très important le soleil. Sinon, je fais de la photographie en tant que modèle et photographe et Mhm. aussi de la pâtisserie. Et d'ailleurs, cet été, j'ai lancé mon concept de pâtisserie afro-végétale et je propose des douceurs naturelles, saines et éthiques aux saveurs tropicales de chez nous. Du coup, ça en dit long sur toi. En effet. Ça dit pas mal de choses déjà. Le métissage est très présent dans ta présentation. Et est-ce que tu peux nous en dire plus aussi sur là où tu as grandi? Oui. Alors, j'ai grandi dans une petite ville rurale qui s'appelle Montbrison. Une ville qui d'ailleurs était dans la sauce là dernièrement suite à une polémique de blackface. Mhm. On a vu ça. Oui, quelle fierté. Donc oui, du coup, chaque début de mois d'octobre, il y a une fête qui a lieu à Montbrison, qui s'appelle la fête de la Fourme, donc autour du fromage local. Et à l'occasion de cette fête a lieu un grand défilé où on peut voir des fanfares, des chars, des Mhm. personnes déguisées. Et cette année, il y a une association qui a eu la bonne et intelligente idée, n'est-ce pas, de choisir le thème des Antilles pour son char. Donc jusque-là, a priori, tout va bien. Sauf que, en fait, ces personnes, du coup, se sont déguisées entre guillemets, hein, avec des vêtements en tissu madras. Ils ont fait des danses sur des musiques antillaises et pas que, parce que la vidéo qui circulait beaucoup sur les réseaux sociaux récemment, c'était une chanson de Sega, je crois, soit de la Réunion ou de l'île Maurice, donc rien à Mhm. voir avec les Antilles, donc déjà ils étaient un peu hors sujet. Ils ont un peu fait un amalgame là, ils ont mélangé un petit peu tout.
Voilà, exactement. Ils ont fait une salade avec toutes les îles à l'intérieur. Ouais. Et le plus grave dans tout ça, c'est qu'ils ont fait une blackface, donc ils se sont peints le visage avec de la peinture marron. Et voilà, pour eux, ça ne semblait absolument pas poser de problème. On les voit poser avec le sourire sur différentes photos et danser, et chanter, etc. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on en discutait en off, ça montre aussi, ben, pour le coup, dans quel environnement déjà tu as pu grandir avec la mentalité qui est plus ou moins associée. Donc ça dresse déjà un portrait de ce que tu as pu peut-être vivre en étant là-bas. En effet, oui. En fait, malheureusement, quand j'ai vu cette histoire, cette affaire de blackface, ben, j'étais pas vraiment surprise en fait. Ouais. Parce que par rapport à tout ce que j'ai vécu, entendu quand j'étais petite, du coup, à Montbrison, Mm. à l'école, dans la rue ou autre, ouais, j'étais pas étonnée. Après, Euh, bien sûr, j'ai pas envie de faire d'amalgame avec tous les Montbrisonnais, hein, parce que j'ai aussi de très bons souvenirs oui, de Montbrison, mais c'est vrai oui, qu'il y a toujours certaines personnes comme ça qui ont une mentalité arriérée et raciste et très stéréotypée, et bah, malheureusement, j'étais confrontée à ces gens-là aussi, voilà. Isabelle, du coup, je voulais savoir pourquoi, pour quelles raisons tu as souhaité t'exprimer sur mon podcast. Oui, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'écoute énormément de podcasts. Mhm. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et quand j'ai découvert le tien, du coup, sur Instagram, bah, j'étais très heureuse parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne connaissais pas encore de podcasts qui mettaient en valeur le vécu de personnes métissées. Du coup, ouais, je crois que je t'ai laissé un petit commentaire en Oui, te c'est disant ça. que c'était une bonne idée. Et puis après, on s'est écrit. Et vraiment, en fait, je me suis dit, quand j'ai vu l'art du métissage exister, enfin l'existence de l'art du métissage, que bah, j'avais rêvé d'un podcast comme le tien et que tu l'as fait. Et voilà, je trouvais ça vraiment cool et j'avais très, très envie d'y participer. Mais de mon côté, déjà merci, parce que de mon côté, c'est vrai que ça m'a fait très plaisir de lire ben, ton commentaire où tu me disais ça, où tu aurais aimé pouvoir développer ou trouver ça peut-être même plus tôt. Et ça m'a fait énormément plaisir. Donc voilà, je suis contente de t'accueillir sur mon podcast, comme je le disais déjà tout à l'heure, mais je te le redis. Oui, moi aussi, plaisir partagé. Euh, Comment tu te définis sur le plan racial? Sur le plan racial, je me définis pleinement comme une femme, comme une personne métissée, Mhm. 100%. Et j'aime bien le fait de spécifier que 200%, on peut l'écrire avec 100, S-A-N-G-S, donc Ouais. vraiment 200 qui sont mêlés en moi. Donc vraiment métisse, voilà, à 200%. Par contre, c'est vrai que quand il s'agit de prendre position sur des questions de politique ou de société, je me range plus du côté noir. Mhm. Et aussi, c'est vrai que d'un point de vue culturel, que ce soit au niveau de la musique, de la gastronomie, de certaines valeurs aussi, c'est vrai que je me sens plus proche aussi de la communauté noire, des cultures afro, de la Caraïbe, du Brésil, de l'Afrique, enfin vraiment voilà, de toutes les cultures noires du monde. Et voilà, sans pour autant renier ma partie blanche, parce que je trouve que vraiment les deux sont indissociables. Oui, totalement, elle est là, elle est importante et c'est ce qu'on prône sur le podcast L'Art du métissage, c'est vraiment de pouvoir assumer sa pluralité culturelle, comme on le souhaite, à des degrés peut-être différents, mais c'est important de ne pas le renier, comme tu dis. Et Exactement. tu peux me donner ta définition du métissage? Oui, elle va être un petit peu longue, parce que pour moi, bah, la définition du métissage, elle est aussi complexe et nuancée Ouais. que le métissage lui-même. Du coup, j'ai pris des notes pour être sûre de rien oublier. Donc, pour moi, le métissage, c'est un mélange de couleurs, mais pas aussi rose et joyeux que le laisse entendre la chanson, la célèbre chanson même de Yannick Noah.
Et souvent, les métis, on traverse des crises identitaires, Mm. parfois tout au long de notre vie. Donc, c'est pas uniquement voilà, le voyage, l'exotisme et le soleil, quoi. Il y a vraiment des problématiques derrière. Et enfin, le métissage, comme le dit un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gaël Faye, qui Ouais, a tu me écrit. l'avais fait découvrir, je me souviens. Voilà, exactement. Et c'est un artiste très complet. Il a écrit un roman qui s'appelle Petit Pays. Il a sorti plusieurs albums, voilà. Et dans sa chanson Métis, il dit que le métissage, ce n'est pas l'avenir de l'humanité. Le métissage, c'est de la boue en vérité. Et moi, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit, parce que malgré la beauté et la richesse du métissage, c'est un fardeau et c'est très complexe. Tu l'as vraiment ressenti comme ça? Ouais, Ou en tout je cas, l'ai auparavant. exactement, ouais. Autant comme une richesse, comme voilà, une double culture très belle, mais aussi comme un fardeau, comme quelque chose qui m'a beaucoup perturbée tout au Mhm. long de ma vie. Parce que c'est vrai qu'en tant que métisse, on est tantôt rejeté, moqué, regardé de travers, critiqué, et tantôt fantasmé, exotisé, parfois mis sur un piédestal. Donc c'est vraiment un énorme paradoxe, une belle contradiction, et c'est parfois compliqué de se retrouver. Ouais, de trouver sa place. Et pour compléter ma définition aussi, j'aimerais dire que bah, du coup, il y a plusieurs types de métis, hein, comme on le disait tout à l'heure en off. Selon les cultures qui nous composent, on est différents les uns des autres. Parfois, les métis, on est un peu, enfin, on est souvent même ambigu, on ne sait pas trop où nous, Où enfin, nous où, situer. où nous situer. Voilà, c'est ça. Je sais pas si toi, tu as vécu ça, mais moi, on m'a aussi bien dit que je pouvais être du Maroc, du Sénégal, de la Oui, Réunion, du Brésil, des Antilles. totalement. On m'a tout sorti. Oui, et il y a un côté aussi bah, tantôt positif et tantôt négatif à ça, c'est que on peut se fondre dans la masse, on peut du coup vraiment s'adapter un peu partout, mais en même temps, ça veut dire on a l'impression d'effacer notre propre identité parce que ben, on peut se fondre vraiment partout, quoi. Exactement. Le problème, c'est que voilà, on peut se fondre de partout et qu'on vient un peu de nulle part au final. Et d'ailleurs, à ce propos, j'avais lu un livre très intéressant qui s'appelle Maudit Métis, Mhm. écrit par Bertrand Dical. Et lui, il commence vraiment la première page de son livre. Il explique que nous, en tant que métis, en fait, on n'est pas un peuple. Et du coup, dans la langue française, on n'a même pas le droit d'avoir une majuscule. C'est-à-dire que, tu Elle vois, on va minuscule. écrire, voilà, nous, métis, c'est minuscule et c'est comme ça, dans la langue française du moins. Donc, tu vois, on va pouvoir écrire les Noirs, les Blancs, les Arabes, les Ouais, ouais. Asiatiques, et toutes les nationalités avec une majuscule. Mais nous, les métis, on n'en a pas. Et ouais, ça prouve bien que ben, voilà, c'est complexe et compliqué et on n'est pas vraiment un seul bloc, quoi. On est un Ouais, mélange ouais. de culture, d'identité, de couleurs, parfois de religion. Et ouais, on est tous différents les uns des autres, mais en même temps, il y a des problématiques qui nous rassemblent. Et du coup, Isabelle, tu sais, alors, tu as grandi dans un contexte particulier, donc parce que tu es métisse, tu te sens métisse, mais finalement, ça n'a pas toujours été le cas puisque tu as eu des points d'interrogation pendant longtemps sur tes origines, durant de longues années. Ta famille n'a pas forcément évoqué tout de suite ben, d'où tu venais, pardon, tes origines, et ça s'est quelque peu transformé, on va dire, en tabou. Donc, si je mets une définition sur ça, pour que tout soit clair pour tout le monde, le Mhm. tabou, c'est vraiment passer sous silence certains sujets par peur, par pudeur ou par crainte. Donc, il y a vraiment eu, en fait, un tabou qui s'est créé autour de tes origines au tout départ. Euh, et c'est ce qui a généré, en fait, dans ton histoire, une non-transmission culturelle, si je peux dire. T'as pas eu de par ta pluralité culturelle, tu as eu vraiment un centrage sur un côté de ton identité et du coup pas forcément sur l'autre. Et on va dire que dans un processus classique, c'est de recevoir de la part de chacun de ses parents une partie de ses connaissances,
ou d'apprendre en fait les différentes cultures qui composent le couple. Exactement, c'est clair que dans l'idéal, une personne métisse ben, grandit avec ses deux parents et puis ses deux parents transmettent à l'enfant ben, chacun leur culture, chacun leur langue, leur tradition. Et Et ça, c'est c'est vrai dans un monde, bien sûr, ça reste dans un monde idéal parce qu'en réalité, toutes les qu'on n'est pas dans le connaissances, monde des bisounours. c'est ça, toutes les connaissances ne sont pas forcément transmises et culturellement, bah, on va le voir et on le voit pour les métis, bah, on n'a pas justement tout ça. Et la question qui se pose, et je te laisserai répondre après, c'est que parfois, bah, peut-être il y a des gens qui se disent, mais pourquoi en fait c'est si important d'avoir une transmission et surtout quand on a une identité plurielle et qu'est-ce qu'on ressent en fait, nous, quand on a ces manques-là? Est-ce que tu peux me décrire un peu, me raconter quelle était ton enfance, comment tu as grandi en fait? Eh bien, j'ai grandi du coup à la campagne, avec, dans une famille monoparentale, donc uniquement avec ma mère, sans frères et sœurs. Et du coup, voilà, avec une relation très fusionnelle avec ma mère, et puis en étant très proche aussi de mes grands-parents maternels, que je voyais tous les week-ends et pendant les vacances scolaires. Donc vraiment, j'ai été couverte d'amour, d'attention. J'estime que j'ai manqué de rien, en tout cas à ce niveau-là. Mhm, Mais c'est vrai que ben, malgré toute la bonne volonté de mes grands-parents et de ma mère, et ben, il y a des choses qui m'ont manqué, des repères. Donc repères vraiment RE-père et en finissant par le S, parce que j'ai manqué de repères identitaires et de mon père aussi. mhm, Donc voilà, ma mère m'a élevée seule et la maladresse qu'elle a commise malheureusement, c'est de passer sous silence, de ne pas m'expliquer mes origines entièrement et de ne pas me raconter dans quel contexte je suis née, qui est mon père. Enfin, elle me parlait vraiment jamais de lui. Et c'est en arrivant à mes 10 ans, si je me souviens bien, mhm. que j'ai enfin posé la question à ma mère. Parce que je sentais qu'il y avait effectivement, comme tu l'as souligné, un tabou. Ouais. Parce que personne n'en parlait autour de moi, que ce soit à l'école ou dans ma famille. Jamais le sujet n'était abordé. Et c'était vraiment particulier quoi, de ne jamais entendre parler de mon père et de mes différences parce que j'ai la peau mate, je suis grande de taille alors que dans ma famille maternelle, les personnes ne sont pas forcément très grandes. Il y a des blonds aux yeux bleus, moi j'ai les yeux très sombres, j'ai les cheveux très frisés. Donc je ressemble pas vraiment à ma mère et au reste de ma famille maternelle, physiquement du moins. Et je me souviens qu'à l'école, en classe de CM2, bah, le seul petit garçon noir de mon école m'a un jour dit mais si ça se trouve, Isabelle, t'as été adoptée. Si ça avait été un enfant blanc, je l'aurais vraiment pris comme une attaque, comme une énième moquerie, une énième critique, une Mhm. pique vraiment pour me blesser. Mais là, venant de lui, vraiment, ça m'a touchée, mais dans le sens où ça m'a fait réfléchir et où je me suis dit après, mais ouais, en fait, si ça se trouve, il a raison. Et ça a été un élément déclencheur? Oui, clairement. Parce que j'avais beau être très proche de ma mère et sentir que bah, c'était ma vraie mère, Mhm. euh, le fait d'avoir aucune info sur mon métissage, sur mon côté noir et sur mon père, c'est vrai que ça m'a amené à me questionner. Et je lui ai demandé d'ailleurs, maman, où est mon père et est-ce que j'ai été adoptée? Mais c'est vrai que ça a dû être pas forcément facile de voir que tu as une différence, bah, même au niveau de la peau finalement, parce que comme tu le dis si bien, c'est la première chose que tu peux voir aussi chez toi par rapport aux autres. Et ça a dû être vraiment difficile de te poser des questions, de regarder autour de toi et de te dire je suis différente, quoi. Ouais, c'est totalement ça. En fait, ça peut paraître enfin, bête, mais quand on est enfant, on comprend pas trop la Mm, notion de mm, différence. Et du coup, moi, je voyais que j'étais pas forcément comme les autres, parce que voilà, dans ma ville, il y avait pas beaucoup de noms blancs. Et
Il y avait les Arabes, deux, trois Asiatiques, une famille africaine. Enfin voilà, il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Donc je sentais que j'étais différente, mais j'arrivais pas à comprendre et à me dire dans ma tête que je pouvais potentiellement être issue du mélange d'une femme blanche et d'un homme noir, en fait. C'était loin d'être évident en tant qu'enfant. Aujourd'hui, D'accord. c'est évident, mais quand tu es à l'école primaire, c'est pas... Parce que même à l'école aussi, on n'en parle pas, à l'école, à la télé, enfin, il y avait vraiment nulle part, en fait, je ne trouvais de réponse, d'informations, donc c'était le flou total. Et du coup, par rapport à tout ça, par rapport à tout ce contexte, est-ce que tu as vraiment eu le sentiment, à ce moment-là, tu t'es vraiment dit, ouais, il me manque des pièces du puzzle pour constituer mon identité, ou peut-être c'est venu beaucoup plus tard? Bah, ça a commencé à venir à ce moment-là parce que c'était vraiment le début de l'adolescence, du coup, vers 10, 11, 12 ans. C'est une période à laquelle tout le monde se pose beaucoup de questions. On commence à s'affirmer petit à petit dans des choses qu'on apprécie, que ce soit des matières à l'école ou des choses extrascolaires. On commence à avoir une personnalité, un caractère qui s'affirme. Et je commençais du coup à me définir sur tous ces plans et à Mhm. savoir qui j'étais. Mais du coup, ouais, sur le plan racial, et ben, j'étais vraiment ouais, dans le vide, dans le flou, dans le néant. Je savais vraiment pas comment me situer. Et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment à ce moment-là que je me suis interrogée, que ma mère m'a expliqué les choses et que j'ai pu commencer à reconstituer ce fameux puzzle Oui. et à, oui, petit à petit, grappiller les pièces manquantes par rapport à ma famille paternelle et par rapport à sa culture guyanaise et les cultures noires de manière générale qui ont vraiment commencé à m'intéresser à ce moment-là, ouais, à l'adolescence. Ouais, j'aime beaucoup cette image du puzzle parce que, en fait, je vois vraiment les choses en tant que personne aussi métissée, comme chacun a une boîte de puzzle avec différentes pièces. Des fois, c'est 50 pièces à l'intérieur, des fois, c'est 100, des fois, c'est 200, des fois, c'est des milliers. Et en fait, on doit reconstituer certaines choses au sein de notre identité avec plus ou moins en fait, de pièces de puzzle. Et voilà, j'aime beaucoup cette image, cette image-là. Si tu pouvais exprimer par rapport à ce que tu as dit juste avant, ce que tu as ressenti euh, face à cette non-transmission culturelle, quels seraient les mots que tu utiliserais si tu as un ou deux mots, ou peut-être même une phrase, hein. Et ben, je me sentais vraiment perdue, très seule et dans le flou, encore une fois. Le fait d'avoir aucun frères et sœurs, cousins, cousines, camarades, ou même des adultes me ressemblant dans mon entourage proche et même dans ma ville, dans la ville de mon enfance, faisait que j'étais totalement perdue et que je me sentais seule. Et c'est vrai qu'aussi dans les années 90-2000, il n'y avait pas beaucoup de personnes noires et de personnes métissées dans les médias. On pouvait vraiment les compter sur les doigts d'une main. Et c'est vrai que ouais, je me sentais perdue, quoi. Ça a eu un impact sur moi j'étais frustrée de pas me voir en fait dans les autres, de vraiment me sentir seule comme un vilain petit canard entouré de Hmm. signes. Et que ce soit vraiment dans ma famille, à l'école, à la télé, dans la rue, enfin de partout en fait. Pendant très longtemps, ça a été ça. Ouais, ça, ça me parle énormément ce que tu dis et en fait, justement, c'est là où j'en reviens un petit peu à ma question de tout à l'heure, où je voulais mettre en avant cette importance d'avoir une transmission culturelle. Parce que des personnes peuvent se dire, mais en fait, ok, tu cherches à combler ce côté culturel que tu n'as pas eu. Bon, finalement, si tu l'as pas, en quoi c'est important? Est-ce qu'on doit accepter de pas forcément avoir toutes les pièces de notre puzzle? Et en fait, tu me diras ce que tu en penses. Moi, ce que j'ai ressenti quand j'ai vu qu'il y avait des pièces manquantes du puzzle, c'est que j'ai ressenti un syndrome de l'imposteur. Mhm. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a la frustration, il y a cette... on se sent pas forcément légitime, pardon, on se sent vraiment illégitime.
Et souvent, quand on va venir vers notre côté culturel un peu manquant, on va venir euh, tracer notre route vers ce côté culturel qui nous manque, euh, les personnes vont exploiter cette brèche et vont appuyer là où ça fait mal, c'est-à-dire pointer du doigt nos différences, même si on vient vers eux pour avoir ben, culturellement ce qui nous manque. Et, euh, et c'est ce qui nous freine aussi parce que on peut parfois du coup ressentir des moqueries parce qu'on essaye d'apprendre, on n'a pas forcément eu toutes les clés. Et ces moqueries-là nous freinent énormément, nous font nous remettre en question, nous demandent si un jour on sera légitime euh, et rendent, euh, nous mettent dans une forme de solitude en fait, je dirais. Mhm. Une forme de solitude dont on essaye de se sortir, mais dont c'est difficile de s'en sortir. Du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que d'après toi, c'est nécessaire d'avoir toutes les cultures bah, qu'on a en nous, enfin d'avoir toutes les cultures, je vais reformuler différemment, de pouvoir avoir accès à toutes les cultures dont nous sommes originaires, ou effectivement, bah voilà, à un moment donné, il faut se dire, bah j'ai pas toutes les pièces manquantes et c'est pas plus grave que ça, quoi. Non, hors de question. Justement, je trouve ça primordial d'être au fait, d'être au courant de toutes les cultures qui nous composent. Et d'ailleurs, j'aime bien la métaphore, enfin, utiliser cette métaphore de la barque. Enfin, en fait, j'avais l'impression pendant très longtemps d'être dans une petite pirogue en bois avec des pagaies un peu cassées, en train de suivre un énorme navire qui avance super vite. Et en fait, dans ce navire, bah, justement, je pourrais mettre bah, ma famille paternelle, les Antillais, les Noirs en général, et toute cette culture afro en fait qui m'a manqué et après laquelle j'ai vraiment couru et galéré à accéder pendant longtemps. Et même encore aujourd'hui, hein, le travail n'est pas encore complet parce que, comme on le disait en off par exemple tout à l'heure, bah, dans mes fréquentations, dans mes amitiés notamment, j'ai une majorité d'amis blancs et d'amis métis, mais j'ai encore très peu dans mon entourage proche de personnes antillaises et de personnes noires, africaines ou autres, parce que c'est vrai que j'ai l'impression de ne pas avoir totalement les codes. Tu vois, Mhm, le fait d'avoir grandi en France, donc de ne pas parler créole, de pas avoir certaines références musicales, culturelles ou des choses avec lesquelles les Guyanais, les Antillais, les Noirs, les Africains ont grandi, bah, ça me manque. Donc c'est vraiment des choses que je m'approprie entre guillemets petit à petit et que je fais mienne. Mais c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus simple pour moi d'avoir bah, justement ces pièces de puzzle beaucoup plus tôt. J'aurais gagné du temps, de l'énergie, et ça aurait été plus facile pour moi de me construire en ayant vraiment toutes les pièces du puzzle comme ça en main dès le départ pour pouvoir me composer avec ma partie blanche et française, mais aussi avec bah, ma partie noire, afro, mm, mm. antillaise, guyanaise, qui m'a beaucoup manqué. Voilà, la transmission, pour répondre à ta question, Oui, elle est vraiment très très importante. Et vraiment, j'estime que c'est le devoir des parents de faire ça, parce que c'est vrai qu'on peut pas forcément compter sur l'école pour pour faire la faire... transmission. Voilà, malheureusement. Ouais. Et c'est vrai que, bon, aujourd'hui, il y a Internet et puis il y a tout un tas de livres jeunesse ou de supports sur lesquels on peut s'appuyer pour se sentir représenté et avoir des informations sur l'Afrique et sur toutes les cultures qui peuvent nous manquer. Mais bon, c'est vrai que la base, c'est quand même bah, les parents et dès le plus jeune âge, avec des mots d'enfant. Et pour toi, ce vide identitaire que tu as pu ressentir, est-ce que tu saurais le situer un peu dans le temps ou en fait finalement pas vraiment? Et les impacts que ça a eu sur toi? Mais c'est compliqué de le situer dans le temps précisément parce que j'ai l'impression que chaque étape de ma vie, bah, j'étais perturbée et je ressentais un manque. Ouais. Il y Enfin, a une limite depuis quête, ouais. en fait, depuis toujours. Il y a des choses qui sont innées, qui sont en toi, même si tu n'arrives pas forcément à mettre de mots dessus, bah, tu sens que tu es différente, tu sens que tu es incomplète et qu'il y a des choses qui te manquent, des points d'interrogation sans réponse. Et du coup, c'est vraiment depuis toujours. Et au fil des années, au fil
de mes rencontres, de mes recherches, des questions que j'ai pu poser à ma mère, à mon père, à sa famille, en allant en Guyane et puis en faisant mon premier voyage aussi en Afrique, au Bénin, l'hiver dernier. Bah, j'ai pu aussi, voilà, avec vraiment toutes ces recherches, toutes ces réponses, bah, me retrouver, me reconstruire et vraiment me réapproprier tout ce qui m'a manqué et donc surtout ce côté afro, ce côté noir. Ça a dû vraiment être un moment marquant pour toi, un moment même d'émotion. Et ce moment de, bah, du coup, de retrouver ta seconde culture. Et je rebondis vite fait pour donner la définition de la culture, encore une fois, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et qu'on puisse vraiment s'imprégner et comprendre tout ce qui se cache derrière la culture. Donc la culture, c'est un ensemble d'éléments qui sont transmis dans le temps et partagés avec les autres. Donc, pour moi, je dirais que déjà, la culture, ça représente vraiment, et c'est là où ça a son importance, c'est le lien entre le passé, le présent et le futur. Euh, Parce que la culture permet de découvrir le monde, et plus on la perpétue, et plus justement, bah, on va pouvoir garder un petit peu ces liens les uns avec les autres. Et la culture, pour moi, c'est non seulement comprendre le style de vie, les valeurs, les croyances des différents pays, mais c'est aussi tout ce qui est tradition, tout ce qui est, comment dire, le patrimoine. C'est vraiment, ça fait partie de tout ce qui peut être transmis à une personne. Et voilà, pour moi, c'est un gros lien avec, pour pouvoir vivre les uns avec les autres et communiquer et surtout, oui, et j'ai oublié de mentionner, ce qui est important dans la culture, pour moi, c'est vraiment l'échange Mm. intergénérationnel. Parce qu'on a l'impression parfois la culture, c'est juste transmettre une langue, les plats d'un pays, mais c'est vraiment aussi les discussions, les échanges, transmettre les événements qui se sont passés au sein d'une famille ou même au sein d'un pays. Et ça, c'est hyper important. Donc voilà, vraiment favoriser les richesses, l'éveil des richesses dans un milieu en fait. Donc voilà, c'est ce que je voulais poser comme cadre. Et tout ça, ça aide vraiment, je pense, à mieux comprendre les comportements des uns et des autres par rapport à leur culture. Donc c'est en ça que pour moi, et tu me diras si tu me rejoins, c'est hyper important de pouvoir transmettre sa culture à ses enfants. Et voilà. Oui, vraiment, je te rejoins totalement et merci pour toutes ces précisions sur la culture. C'est vrai que c'est important de savoir de quoi on parle. Et, pendant que tu parlais, tu vois, j'ai pensé, j'ai beaucoup d'images en tête, beaucoup de métaphores, mais j'y ai On adore les pensé. métaphores. Moi, j'aime ça. Au moins, ça reste dans mon esprit. Voilà, c'est des images, c'est clair, on sait de quoi on parle. Et pendant que je t'écoutais, j'ai pensé au fait qu'un arbre, ben, il peut pas grandir sans ses racines. Ouais. Et c'est pareil pour une personne. Il faut savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. Mm. Et aussi, si on reste sur l'arbre, ben, un arbre pousse rarement tout seul comme ça au milieu d'une étendue vide. Mm. Il fait partie d'une forêt souvent. Donc du coup, c'est vrai qu'on a besoin d'être entouré des nôtres, on a besoin de notre famille, on a besoin d'avoir la transmission des générations d'avant, donc de nos Ouais, parents, totalement. grands-parents, pour aussi bah, pouvoir faire pousser les plus belles branches possibles et nous épanouir, savoir qui on est, où on va, d'où l'on vient et vraiment, ouais, vraiment se connaître et se construire dans de bonnes conditions. C'est très important. C'est vraiment, je trouve, c'est vraiment, vraiment une belle métaphore. Et je vois de plus en plus de gens autour de moi, dont moi pour le coup, qui vont non seulement vers leurs racines, vers l'histoire globale en général avec un grand H, vers l'histoire familiale, et qui essaient vraiment de recréer l'arbre généalogique. Je pense qu'on est Mhm. dans une époque, un moment où beaucoup de personnes ont envie de créer leur arbre généalogique pour comprendre en fait tout ce qui se passe autour de nous et pour se reconnecter et pour comprendre aussi les transmissions parce que on n'en parle pas souvent, mais des transmissions autres que culturelles, mais les transmissions
des peurs, les transmissions, voilà, plein de formes de transmission autres que culturelles se font. Et, et voilà. Exactement, c'est vrai qu'on hérite de beaucoup de choses de la part de nos parents et de ceux qui ont précédé. Donc c'est encore plus important d'être au fait justement de ce qui s'est passé dans la famille et dans notre ethnie, dans notre peuple, dans notre histoire. Parce Mm, que, comme tu dis, on peut avoir des peurs, des talents, des particularités qui nous viennent de notre hérédité, qui nous viennent de ce qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents, nos aïeux. Et c'est vraiment important d'être au courant de tout ça. Et comme tu dis, en ce moment, c'est vrai qu'il y a un peu cette mode de faire son arbre généalogique et de partir ouais, à la recherche de ses origines, même toute toute cette mouvance des tests ADN. D'ailleurs, moi-même, j'en ai fait un pour... ouais, Donc, en ayant les résultats de mon test ADN, bah, du coup, j'étais pas vraiment surprise, hein, parce que ben, du coup, j'ai des origines en Afrique et en Europe. Donc, au vu de mes deux parents, c'était assez évident. Donc, selon le test, j'ai, euh, je suis à 40% africaine et 60% européenne. ok. Là non plus, c'est pas surprenant parce que bah, il y a beaucoup de, pas toutes, mais il y a beaucoup de familles aux Antilles et en Guyane qui ont été métissées à travers l'histoire. Mhm, Et du coup, bah, j'imagine que dans la famille de mon père, bah, il y a eu des mélanges et il n'est pas africain, noir à 100% entre guillemets. Donc, mhm. le 60-40 et pas un 50-50. Mais c'est vrai que c'est intéressant, enfin, ça a été intéressant pour moi de pouvoir me lier plus avec certaines régions en Afrique. Et là, du coup, je sais que je viens plus d'Afrique de l'Ouest, a priori. Mais bon, encore une fois, il faut voir quel crédit on donne à ces tests parce que j'ai pas trop compris jusqu'à quelle époque de Ouais. mouvement de population, il remonte en fait. Donc en fait, si ça se trouve, les peuples de mes ancêtres d'Afrique de l'Ouest, finalement, ils venaient d'ailleurs en Afrique. Donc bon, c'est à prendre aussi avec des pincettes, mais j'avoue que ouais, j'ai trouvé ça drôle et intéressant à faire. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on essaye tous de se reconnecter justement avec notre histoire, notre passé, etc., etc. Et en fait, finalement, ça vient dans un air, dans l'ère du bien-être, dans l'ère où les gens sont dans une phase où ils veulent se reconnecter à eux, ils veulent faire des choses qu'ils aiment dans la vie. Euh, on le voit, hein, après Covid, les gens essayent euh, d'aller vraiment sur vers qui ils sont. Et en fait, bah, du coup, c'est pas du tout étonnant qu'on aille tous vers qui nous sommes en termes aussi d'histoire, en termes de transmission culturelle, etc., etc. Donc, je trouve que on vit une époque où on essaye de se rapprocher de plus en plus de qui on est profondément, en fait. Et on essaye de faire bouger les choses et je trouve ça cool. Voilà, c'est ça. Et on y contribue d'ailleurs avec ton podcast. Et je pense aussi que j'avais entendu parler, tu vois, de l'ère du verseau. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ces derniers temps, il y a pas mal de vérités qui sortent. Il y a la communauté noire, pardon, qui se réveille de plus en plus. Mm. On est vraiment dans un moment charnière où on est vraiment en train d'essayer d'élever tous les consciences sur différents sujets qui nous tiennent tous à cœur. Et je pense pour, du coup, avoir vraiment un futur où chacun pourra trouver sa place, en fait, quelque part, tu vois. C'est Voilà. totalement ça. Isabelle, quelle a été ta stratégie pour combler ce manque de transmission d'informations? Est-ce que tu as mis en place des actions? Est-ce que tu as utilisé des outils particuliers? Parce que on en voit aussi de plus en plus maintenant, notamment les livres. Euh, voilà, si tu peux me parler un petit peu de ta stratégie de, de prise d'information pour refaire un peu ce puzzle identitaire. Bah, déjà, la première étape, ça a été d'interroger ma mère et qu'elle me raconte mon histoire. Ensuite, du coup, bah, très peu de temps après, il y a eu la rencontre avec mon père, avec sa famille. Et pendant toute mon adolescence, donc vraiment collège-lycée, bah, j'essayais de faire le maximum de recherches sur Internet. Vive Internet, franchement, ça m'a bien sauvée, surtout pour apprendre à me coiffer, parce que Mm, vraiment, mm. je pense qu'il y a plein de métis qui vont se reconnaître là-dedans, mais parfois, ouais, quand tu grandis avec ton parent blanc, bah, c'est compliqué d'avoir tes cheveux en bon état.
le démêlage et le coiffage sont souvent des moments difficiles et de douleur, tu vois. Donc, c'est vrai que ben, grâce à des youtubeuses beauté, qu'elles soient en France, aux États-Unis, en Angleterre, c'est grâce à elles que j'ai vraiment appris les gestes, les bons outils et trouvé des produits, tu vois, pour vraiment prendre soin de mes cheveux, m'en occuper moi-même, comme ma mère n'y arrivait pas forcément. Et puis, c'est là aussi que j'ai commencé à faire des recherches un peu sur l'Afrique, sur les Noirs, sur les Antilles, peu à peu, tu vois. N'ayant pas toutes ces informations-là pendant mes cours d'histoire géo à l'école ou à la télé ou dans mon entourage, bah, du coup, c'est vraiment sur Internet que j'ai fait ces recherches-là. Donc Et ça ensuite, t'a après, beaucoup. Et, excuse-moi, vas-y. et ça t'a beaucoup aidé justement dans ton cheminement d'apprentissage. Ah oui, totalement. C'est là que j'ai commencé justement à avoir de plus en plus de pièces du puzzle et à me trouver, à me construire et à voir qu'en fait, bah, j'étais pas seule. Et notamment avec toutes ces belles photos de filles aux cheveux naturels, aux cheveux frisés, afro Hmm. sur les réseaux, sur Internet, bah, j'en voyais pas dans la rue ou à l'école, mais là au moins bah, j'étais vraiment servie et j'avais plein de modèles à ma disposition, donc c'était vraiment top de me sentir représentée comme ça et ouais, en tant que métisse, bah, de voir que j'étais pas toute seule. Et après le lycée, du coup, j'ai déménagé à Lyon pour mes études supérieures. Et là aussi, bah, le fait de venir dans une ville aussi grande et aussi cosmopolite, avec vraiment des gens des quatre coins du monde, et bah, notamment des Antillais, des Africains, des Métis, bah, là aussi, j'ai pu me connecter à plein de gens me ressemblant. Et puis, encore une fois, bah, continuer à cueillir des pièces du puzzle à droite à Hmm. gauche à me rassembler en fait et à apprendre plein de choses que je continue d'apprendre encore chaque jour aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai eu plein de révélations sur l'histoire des Noirs, sur l'histoire des Antilles, de l'Afrique, sur les cultures, sur les gastronomies, les saveurs aussi. Parce que voilà, quand tu grandis à la campagne, il y a des fruits ou des légumes ou des choses, des restaurants auxquels tu n'as pas forcément accès. Et là, à Lyon, ben, c'est clairement le cas. Et ensuite, ben, la cerise sur les gâteaux, ça a été vraiment de faire mon premier voyage en Guyane à 19 ans. Je suis partie 6 semaines la première fois et Mhm. du coup, j'ai eu l'occasion de rencontrer la famille de mon père, donc ma grand-mère, mes oncles, mes tantes, cousins, cousines et de découvrir bah, la culture guyanaise, le climat, les plats, le carnaval, les traditions, de pouvoir baigner un peu aussi dans le créole antillais et guyanais plutôt. Et c'était vraiment très impactant pour moi. Il y a vraiment un avant et un après euh, bah, la rencontre de mon père et un avant et un après ce premier voyage en Guyane. Et Et finalement, en fait, euh, même si tu vas prendre ces pièces de puzzle pour les reformer au bon endroit pour créer ton identité, ben, je pense que tu diras pas le contraire, tu le fais de manière plus sereine. En fait, c'est la sérénité. Ce chemin, tu le prends de manière beaucoup plus apaisée. Alors que peut-être avant, on était sur une recherche d'identité, mais beaucoup plus avec une agitation intérieure, avec des frustrations, c'est difficile, quoi. Il y avait de la dureté dans tout ça, alors que maintenant, je pense, en tout cas, je le vois à travers ton discours et depuis qu'on en parle depuis quelques temps ensemble, ben, depuis l'âge de 19 ans, pardon, du coup, tu es sur un chemin, une quête identitaire, mais tu es dans une autre partie, c'est-à-dire beaucoup plus apaisée, beaucoup plus joyeuse. Et, euh, et, euh, et ça, même, je dirais peut-être même que ça te fait plaisir d'être en quête identitaire de cette façon, quoi. c'est vrai, bah, aujourd'hui, ouais, euh, le fait d'être très, très curieuse et enfin, ouais, très dans la demande de toute information que je peux trouver sur l'Afrique, sur les Caraïbes, sur l'histoire des Noirs, sur la culture, la gastronomie, etc. Bah, ça me stimule énormément et c'est vrai Ouais. que ça me rend heureuse aujourd'hui d'avoir accès à la moindre information et de rajouter des pièces au puzzle qui est déjà très complet aujourd'hui et d'en apprendre davantage. Mais c'est vrai, tu as tout à fait raison, hein, quand j'étais plus jeune, bah, c'était beaucoup plus de la frustration, de la colère.
enfin, de me demander pourquoi ça m'arrivait à moi, pourquoi à l'école on n'en parle pas, pourquoi ma famille m'en parle pas. Enfin, j'étais un peu en colère contre Mmh. beaucoup de monde. Et c'était des moments de ma vie où je pleurais beaucoup, j'étais frustrée. Et, bon, je faisais beaucoup de sport à l'époque, de l'athlétisme, donc ça me permettait aussi d'extérioriser un peu, de canaliser tout ça. Mais c'est vrai que c'était très, très difficile. Et aujourd'hui, bah voilà, je me sens vraiment beaucoup plus en harmonie avec mon histoire. J'ai fait la paix avec mon passé. Je ressens plus de colère envers mes parents ou envers ma famille de manière générale et envers l'école. Enfin, c'est vrai que l'école, non, j'ai quand même encore un peu de colère envers elle parce que je trouve que le programme scolaire devrait encore évoluer. Mais bon, connaissant l'histoire coloniale de la France, etc., en fait, j'ai compris et je me suis apaisée par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, je suis beaucoup plus apaisée, je me sens plus en harmonie avec moi-même. J'embrasse vraiment toutes les facettes de mon métissage. Je me sens plus à l'aise d'être uniquement avec des blancs et de me dire, bon, ben voilà, je suis pas forcément d'accord avec tout, je me reconnais pas forcément dans tout, mais le fait de pouvoir avoir l'autre penchant et de pouvoir aller avec des Noirs, avec des Antillais, avec des Africains et de pouvoir switcher de l'un à l'autre me donne un équilibre. Et je me sens de mieux en mieux aussi quand je suis entourée de noirs parce que peu à peu, bah, j'apprends justement les codes qui m'ont manqué. Mmh. Et vraiment, ouais, je me sens à l'aise d'en savoir de plus en plus et d'avoir quasiment toutes les pièces du puzzle aujourd'hui. Et même si je pense que la quête identitaire dure toute notre vie et on n'arrête pas d'en apprendre, mais ouais, c'est vrai que j'ai fait du chemin. Et encore une fois, ça aurait été facilité si mes deux parents avaient été présents et si ma mère m'avait expliqué les choses dès le plus jeune âge. Mais j'ai quand même, je pense, réussi à rattraper mon retard et à combler tous les vides. Et voilà, aujourd'hui, à 27 ans, ça va beaucoup mieux. Après, j'ai envie d'ajouter et de te dire: «Tout vient à point, qui sait attendre?» Les choses arrivent au bon moment. Donc finalement, même si c'est des chemins qui peuvent nous paraître des chemins durs, avec de la souffrance et cetera, ben, on apprend les choses au bon moment et je pense que ça va nous permettre aussi d'éveiller, des consciences par rapport à tout ça. Donc voilà, c'est le côté positif, je dirais, de nos histoires. Voilà, c'est bon, ça, mieux vaut tard que jamais. Et comme tu dis, bah, il y a des moments où on se sent vraiment aligné avec nous-mêmes, où on est au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et si ces moments-là avaient eu lieu plus tôt, peut-être que ça aurait été plus dévastateur ou plus Ouais. compliqué, ou qu'on aurait été moins à l'aise. Donc oui, finalement, avec le recul, bah, j'aime mon histoire Mmh. et la manière dont les choses se sont passées. Ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Totalement. Et si tu avais pour les personnes, les parents qui nous écoutent, je pense que ça peut être cool parce que depuis tout à l'heure, on parle un petit peu, bah, de nos histoires, de ce qu'on pense, on pose, des notions. Mais peut-être qu'ils se posent la question de se dire: «Mais comment réellement on peut faire? Quelle est la manière idéale de pouvoir transmettre la culture à son enfant?» Si je te pose cette question, qu'est-ce que tu répondrais? Bah, déjà, pour commencer, je pense que dès le plus jeune âge, il faut pas hésiter à raconter son histoire à l'enfant, avec des mots assez simples et parfois un peu édulcorés, parce que c'est vrai que si l'enfant est né dans un contexte familial un peu compliqué, ou si l'histoire de son pays est aussi bah, jalonnée je sais pas, de guerre ou de choses compliquées. On n'est pas obligé de rentrer non plus dans tous les détails, mais au moins lui expliquer en quelques mots d'où il vient, être là pour répondre à ses questions et lui faire sentir que bah, c'est normal s'il se pose des questions, que il est légitime de se les poser et lui apporter au mieux les réponses. Et si en tant que parent, vous n'arrivez pas à avoir ces réponses-là vous-même, tout seul, bah aujourd'hui, on a la chance de pouvoir trouver pas mal de livres jeunesse avec des personnes racisées à l'intérieur et souvent comme héros ou héroïnes. Donc voilà, il faut trouver peut-être plus en librairie spécialisée parce que c'est vrai que les grandes librairies sont peut-être pas très diversifiées, mais en faisant des recherches sur Internet, il y a des maisons d'édition qui sont plus indépendantes, comme par exemple celle de Grandeur Noire, que j'aime beaucoup. Mmh. On peut trouver du contenu, des livres
très intéressants dans lesquels les enfants vont pouvoir se retrouver, se sentir représentés et avoir des réponses à leurs questions, apprendre à s'aimer, à aimer leurs cheveux. Je pense par exemple au livre de Laurent Safou. Elle en a écrit un qui s'appelle Comme des milliers de papillons Comme noirs. des C'est millions de papillons noirs. des millions de papillons noirs, encore mieux. Toujours plus. Et ce livre-là, je pense que si je l'avais eu entre les mains à l'école primaire, bah, je serais peut-être pas passée par la case défrisage au début du collège pour essayer de ressembler à tout le monde et qu'on me laisse tranquille par rapport à mes cheveux. J'aurais plus osé affirmer le fait que non, ils sont beaux, ils sont normaux, ils sont légitimes, ils sont normaux, pardon, légitimes et que j'ai le droit de les laisser pousser en paix. Donc oui, vraiment, ne pas hésiter à expliquer aux enfants les choses simplement, trouver des livres, des jouets qui leur ressemblent, dans lesquels ils pourront se sentir représentés, faire des recherches sur Internet. Sur YouTube aussi, il y a beaucoup, beaucoup de contenu et c'est vrai que j'en ai peu regardé, mais je suis sûre qu'aujourd'hui, il y a des YouTubeurs et des YouTubeuses qui s'adressent directement aux parents de métis, des blogs qui apprennent à s'occuper des cheveux, des cheveux afro des enfants. Il y a plein d'outils aujourd'hui à notre disposition. Donc vraiment, n'hésitez pas à diversifier en tout cas les supports, parce que plus l'enfant aura d'informations, plus il se construira de manière sereine. Et bon, peut-être qu'à certains moments, il vous dira qu'il n'est pas intéressé. Et ben, dans ce cas-là, attendez peut-être quelques mois ou quelques années qu'il grandisse un peu plus et pour lui apporter tous ces éléments-là. Merci Isabelle pour ta réponse complète. Et, et pour pas que peut-être les parents qui vont nous écouter vont peut-être avoir peur et se dire que c'est un travail colossal et que voilà, ça peut sembler être une montagne, mais en fait finalement c'est juste, je dirais, étape par étape. On n'est Exactement. pas obligé de tout dévoiler dès le départ, mais en tout cas, je pense qu'il y a des étapes importantes à ne pas manquer, en fait, en quelque sorte, et pour pouvoir avancer de manière plus sereine. Et puis, au fur et à mesure, bah, votre enfant, il vous dira ce dont il a besoin, parce que la communication aussi sera ouverte, et ça va permettre d'être dans de bonnes conditions et d'apaiser le stress, on va dire, des deux côtés. Donc voilà. Vu que tu parlais de livres juste avant, tu pourrais, peut-être que ce n'est pas un livre, peut-être que c'est autre chose, tu vas nous dire. Est-ce que tu pourrais nous dire une œuvre qui a marqué l'année, pas l'année, mais qui a plutôt marqué ta vie? Une œuvre ou plusieurs? Je sais que tu dois en avoir plusieurs en stock, donc si tu veux en citer plusieurs, tu peux le faire. Oui, c'est vrai que j'en ai plusieurs. C'est compliqué d'en choisir seulement une seule. C'est vrai qu'il y a beaucoup de films et de séries dans lesquels je me suis retrouvée, et, que ce soit sur Netflix ou ailleurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu maintenant avec des personnes afro, des héros racisés à disposition comme ça sur Internet. Et il y a une série qui est aussi un film. Je l'ai vu au cinéma d'abord avant de le découvrir en série, qui s'appelle Dear White People, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mhm. L'héroïne est métisse en fait. Et bon, c'est vrai qu'aux États-Unis, les métis sont plus facilement assimilés aux noirs parce qu'il y a cette règle un peu de la goutte de sang où si tu as une goutte de sang noir, tu es Ouais. considéré comme noir aux États-Unis. Donc c'est un peu différent de la France. Et j'aime beaucoup cette série où on voit vraiment son parcours en tant que femme métisse et tous les dilemmes par lesquels elle peut passer, que ce soit dans sa vie amoureuse, dans sa famille, dans ses études, dans ses prises de position politiques, etc. Donc, ouais, un film, série très intéressant. Après, ce sont plutôt des livres. Donc, il y a celui de la comédienne et chanteuse Jasmine Modestine qui Mhm. s'appelle Quel dommage que tu ne sois pas plus noire. Donc ça, c'est une remarque qu'elle a dû entendre plusieurs reprises pendant ses castings. Et même si dans son livre, elle parle beaucoup du coup de son vécu en tant que comédienne, avec ses castings, dans le milieu du théâtre et du cinéma, etc., bah, j'ai réussi à vraiment me sentir connectée à elle et à son parcours et à toutes les réflexions qu'elle apporte dans son livre. Comme je lui disais plus tôt aussi, il y a le livre de Bertrand Dical qui s'appelle Maudit Métis,
Donc lui, il porte vraiment bien son nom et il est divisé en chapitres qui sont très intéressants. C'est plus un essai donc qui nous amène vraiment à réfléchir sur le fait d'être métisse et d'avoir une multiculturalité en France. Et enfin, pour terminer, j'étais tombée il y a quelques années sur le compte Instagram de Gaël Barbosa avec un Z. Et lui aussi a écrit plusieurs livres qui sont des recueils de poésie dans lesquels il réfléchit beaucoup au fait d'être noir et métisse en France. Mhm. Et voilà, le fait de lire ses écrits, ben, encore une fois, ça m'a permis de me sentir moins seule et de me sentir apaisée. Et j'aime beaucoup sa démarche artistique. Trop cool. Ben, merci beaucoup pour ces œuvres qui ont changé ta vie, qui ont marqué, changé ta vie. Et j'ai une dernière question à te poser, Isabelle. Ce serait de savoir euh, quel conseil t'as-t-on donné durant ta vie et qui, du coup, a permis de la changer, de la modifier. Je pense que le meilleur conseil que j'ai pu entendre, c'est pas forcément, je crois pas que ce soit d'une personne que je connaisse vraiment, c'est peut-être plus quelque chose que j'ai lu à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. C'est le fait de se dire qu'en fait, c'est à nous-mêmes de nous définir, c'est à nous-mêmes d'être, le narrateur de nos histoires et de notre histoire et de choisir qui on veut être. Et voilà, si tu t'affirmes tel que tu es, si tu t'aimes toi-même tel que tu es, les autres vont t'aimer, vont t'accepter également. Et bon, s'ils le font pas, tant pis, mais je pense que c'est vraiment ça. Oser être soi-même avec toutes ses particularités et sans être obligé de choisir une seule passion, un seul domaine, une seule origine, une seule couleur. Vraiment, on peut être un tout, on peut être plusieurs choses, on n'est pas obligé de choisir. Et ouais, je pense que c'est ça le meilleur conseil que j'ai reçu et que je pourrais donner aussi, c'est dire aux personnes métisses ou non d'ailleurs d'oser être nous-mêmes et nous définir par nous-mêmes, comme on le veut, avec toutes les facettes complexes et parfois contradictoires, tant pis, de nos personnalités et de nos goûts. Écoute, c'est une très belle conclusion. Merci pour cette belle conclusion, pour le partage qu'on a pu avoir aujourd'hui ensemble. Encore une fois, j'espère que ça parlera à beaucoup de personnes, ou en tout cas à quelques personnes. Et n'hésitez pas à interagir avec nous justement sur tout ce qu'on vient de dire sur le sujet. Et Isabelle, est-ce que tu veux, il peut nous partager ta page Instagram afro végétal? Oui, bien sûr. Donc, du coup, ma page personnelle sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est Isabelle Senza, Senza. Et mon compte de pâtisserie, du coup, afro-végétal aux saveurs tropicales, c'est cannelle avec deux L, tiré du bas, hibiscus. Cannelle hibiscus sur Instagram également. Cool. Merci beaucoup et puis ben, je te dis à bientôt. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup, Céline. À bientôt. Merci, merci beaucoup.